L'anthropologue Dounia Bouzar connaît bien le phénomène de l'islam radical. Dans un livre très éclairant, « Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer », elle trace le portrait de ces djihadistes occidentaux. Le livre relate plus précisément l'itinéraire d'une jeune Française partie en Syrie et pour qui la vie a basculé. Je me suis entretenue avec elle un peu plus tôt. Madame Bouzar, bonsoir. Il semble y avoir une explosion du nombre d'aspirants djihadistes en Europe. On a eu plusieurs cas de Canadiens qui ont joint les rangs du groupe armé État islamique. Aidez-nous à comprendre qui sont ces jeunes touchés par ce discours djihadiste. Bien justement, le problème, c'est que ce discours djihadiste, terroriste, jusqu'à ces 10 dernières années, arrivait plutôt à sensibiliser des jeunes fragiles au niveau social et familial, des jeunes en perte d'espoir social. Mais là, il y a une mutation du discours terroriste qui arrive à faire plusieurs offres à des jeunes différents et à faire basculer des jeunes complètement différents. C'est ça la nouveauté, c'est qu'ils rentrent dans des univers de jeunes différents, ils manipulent l'humanitaire, ils utilisent les techniques de dérive sectaire, ils leur font miroiter une régénération du monde qui serait plus juste. Ils leur font miroiter d'être tout-puissants. Il y a plusieurs façons de faire basculer des jeunes, ce qui explique que les jeunes, sans être dans quelque chose de très hiérarchique, arrivent à intérioriser le discours. Chacun trouve sa bonne raison de partir faire le djihad par Internet, bien entendu. Oui, vous le dites, l'embrigadement ne se fait plus par les mosquées nécessairement, mais plutôt par Internet, par les réseaux sociaux, c'est ça? Nous, on a une bonne proportion de jeunes qui arrivent à basculer et à partir en Irak sans avoir vu de leur vie un seul musulman et sans avoir mis les pieds une seule fois dans les mosquées, puisque vous savez que ce nouveau discours terroriste chez nous arrive à toucher énormément de familles de référence athées qui ne sont absolument pas d'origine arabo-musulmane et qui ne sont pas du tout émigrés. Donc ils arrivent vraiment à toucher toutes les classes sociales et toutes les personnes, quelle que soit leur origine ou leur conviction. Et comment peut-on repérer un jeune qui est en train de se radicaliser? Quels sont les signes visibles qui doivent alerter les proches? Surtout pas chercher de signes religieux, de visibilité religieuse. Ce serait faire l'amalgame avec les musulmans. Et c'est ce que les extrémistes recherchent, qu'on les prenne pour de simples musulmans orthodoxes qui ont leur liberté de culte et de conscience. Donc il faut chercher les indicateurs de rupture. Très vite, ils vont isoler le jeune du reste du monde en lui disant qu'il détient la vérité, qu'il est supérieur au reste du monde, qu'il a un discernement que les autres n'ont pas et qu'il ne doit pas fréquenter ses autres interlocuteurs. Le jeune ne va plus fréquenter ses anciens amis en disant qu'ils sont impurs, va arrêter sa guitare et son football en disant que c'est le diable, va arrêter l'école en disant que ça fait partie du complot pour endormir les gens et va avoir une rupture familiale puisque le groupe va remplacer l'autorité familiale. Il faut donc compter les signes de rupture. C'est pour ça qu'on parle d'utilisation des techniques des dérives sectaires parce qu'ils vont chercher à mettre le jeune en auto-exclusion pour que justement avoir plus de pouvoir sur lui sans que le jeune s'en rende compte. Mais Madame Bouzar, il y a eu dans le passé des conflits qui ont attiré des djihadistes. On peut penser à l'Afghanistan, à l'Irak. Qu'est-ce qui peut attirer de jeunes occidentaux vers la Syrie, vers le groupe armé État islamique qui fait preuve d'une terrible brutalité, d'une très grande violence? Alors, je crois qu'on ne peut pas comparer du tout le système terroriste mis en place par filière en Afghanistan dans le passé et ce qui se passe là pour ce pseudo-État islamique. Là, vraiment, quand je parle de mutation, je crois que pour faire de la prévention et faire de la guérison, il faut vraiment se rendre compte que les techniques ont changé et qu'ils rentrent vraiment dans chaque pays, dans l'univers du jeune, pour le faire basculer, que chacun a un motif différent. Et c'est vrai que si on ne part pas de ces réalités qui sont différentes, on ne pourra pas les combattre. Et vraiment, l'Afghanistan, c'était très politisé, c'était géopolitique. Là, on ne dit pas aux jeunes qui vont être terroristes. On dit aux jeunes, au contraire, qu'ils vont régénérer le monde, qu'ils sont élus pour qu'on arrête ce monde où il y ait des pauvres et des gens puissants qui gardent la puissance pour eux.
On leur dit qu'ils vont sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad, qu'on va combattre les soldats de Bachar el-Assad qui n'ont pas été punis par la communauté internationale. On leur dit pas on est des terroristes qui exterminent le reste du monde et qui opéreront une purification interne parce qu'on extermine aussi les musulmans syriens qui ne font pas allégeance à notre idéologie totalitaire. C'est pas ça qu'on dit aux jeunes. Et justement, pour les sortir de là, il va falloir montrer aux jeunes qui ils sont vraiment, des terroristes. Et justement, vous dites, pour les sortir de là, comment prévenir cette radicalisation? Vous avez cette loi en France qui prévoit une interdiction de sortie du territoire. Au Canada, on retire le passeport. Est-ce que ce sont des mesures qui peuvent contrer le phénomène? Alors, il faut savoir que quand on rentre dans une idéologie de rupture comme celle-ci, on n'appartient plus à aucune histoire, ni à aucune nationalité, ni même à sa famille. C'est le groupe qui remplace la famille, c'est le groupe qui pense à la place de l'individu. L'individu n'existe plus, hein, c'est un embrigadement. Donc, je ne crois pas dans la menace de retirer un passeport. Nous, en France, c'est vrai qu'on a mis un système pour essayer de les prendre avant qu'ils ne partent, sachant qu'une fois qu'ils ont été en lien avec ces exactions innommables, ils sont de toute façon traumatisés à vie. Donc on essaye de les rattraper avant. C'est un système qui fonctionne parce qu'on a énormément communiqué avec les parents en disant voilà, quand un enfant arrête l'école, c'est pas qu'il est trop musulman, c'est pas qu'il est devenu musulman, c'est un signe de rupture. Donc en communiquant sur les signes de rupture, ce qu'on appelle des indicateurs d'alerte, l'ensemble de la chaîne humaine en France s'est forgé et les jeunes, les parents, les voisins, les professeurs, les instituteurs, les imams, les élus font la chaîne pour se mettre d'accord à ce jeune est en danger, entrave aux droits de l'enfant. On n'est pas dans la liberté de conscience, on est dans la conscience capturée, là, dans ce cas. Et ceux qui décident de revenir, de rentrer, qu'est-ce qui peut être fait? Parce qu'après ce qu'ils ont vécu, c'est très difficile. Vous l'expliquez bien dans votre livre. Ils cherchaient le paradis, ils ont trouvé l'enfer. Qu'est-ce qu'on doit faire? De toute façon, il y a une grande chance qu'ils reviennent. La question, c'est comment on provoque, on aide à la déradicalisation, puisque le jeune qui a été radicalisé, il a perdu son cerveau, il est dans une posture où c'est le groupe qui pense à sa place. Donc tout le travail qu'on essaye de mettre en place avec nos premières expériences de déradicalisation, que ce soit pour un jeune qui n'est pas encore parti, qu'on a récupéré à temps, ou un jeune qui revient, ça va être justement d'enlever le robot créé par le groupe terroriste et de revivre la personne humaine qui était là. On appelle ça remobiliser l'individu, en refaire quelqu'un qui pense, un sujet pensant. Pour ça, on passe par les affects et les témoignages. Ça ne sert à rien de faire la morale à quelqu'un qui pense qu'il a été élu pour détenir la vérité et que les autres sont jaloux parce qu'eux ne sont pas élus. Vous ne pouvez pas vous placer sur le domaine du savoir. Donc on y va par des témoignages de familles victimes, par des gens qui ont été victimes de cet endoctrinement et qui en sont endoctrinement au sens embrigadement, parce que la personne ne se sent jamais endoctrinée. Hein. Et on passe par des témoignages pour montrer aux jeunes le décalage entre ce qu'on lui a vendu et la réalité de ces groupuscules, projet de purification interne entre musulmans, projet d'extermination externe pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et rien à voir avec l'islam. Rien à voir avec l'islam. On doit se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Dounia Bouzar, de nous avoir parlé. Ça nous permet de mieux comprendre un phénomène qui est très inquiétant. Merci beaucoup. Merci à vous.